Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Téléfoot, un Téléfoot où il sera évidemment abondamment question de la 15e journée du championnat de France de Division 1. Une journée qui s'avérera peut-être capitale dans la course de cette saison, on le saura fin avril. Il sera également question de la première défaite du Racing de Paris dans le groupe B de la 2e division, du match entre le Danemark et la Suisse comptant pour la Coupe du Monde, ainsi que du match entre le Portugal et Malte. Et puis, bien sûr, il sera question, et il va en être question tout de suite, du loto, grille numéro 8. La dernière fois, la semaine dernière, il y avait 7 victoires à l'extérieur, ça n'était pas simple. Et là, vous allez pouvoir le constater, il y a 5 résultats nuls dans cette grille numéro 8 qu'en principe on devrait voir mais qu'on ne voit pas. Enfin, j'espère qu'on la verra dans le courant de l'émission. On passe, ah ben la voilà, la grille en question. C'est la grille qu'il fallait remplir de la manière la plus exacte possible. Et si vous l'avez remplie, ça risquerait de faire mal car il y a eu plus de 4 millions de bulletins. Le loto sportif est en pleine ascension. On ne sait pas où il s'arrêtera. Mais en tout cas, comme on pouvait s'y attendre, ce loto sportif et loto football est lui très bien parti. On passe tout de suite à la 15e journée du championnat de première division avec le match au sommet qui avait lieu au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain recevait Nantes sous les yeux de Jean-Michel Larquet qui assistait comme tout le monde à un super match. PSG, Nantes, Jean-Michel Larquet. Oui, c'était soirée de gala, comme 47 000 spectateurs qui remplissaient le stade de la Porte d'Auteuil et d'entrée, un coup de tonnerre, débordement de Loïc Amis, centre en retrait, contrôle derrière la jambe de Brasiliano, tir instantané du pied gauche. On joue depuis 1 minute 20 et les jaunes, les Canaries mènent déjà 1-0. C'était là le deuxième but qu'encaissait Joël Batz sur la pelouse du Parc des Princes. On voit le contrôle de Brasiliano et son tir instantané qui prend à défaut Joël Batz. Sur ce long dégagement de Bertrand Neumann, une talonnade de José Touré pour William Ayache. On joue là depuis 8 minutes. L'arrière international va déborder Pilorget et son centre va trouver Pierre Maurice seul au deuxième poteau qui hélas manque sa reprise de volée. C'était déjà après 8 minutes de jeu la balle de break. Mais les Parisiens vont réagir. Il va y avoir une première tête assez mal contrôlée d'ailleurs par Bertrand Neumann, tête de Janol. Puis un coup franc, où là, la balle est interceptée par Touré. Regardez, les Nantais vont jouer un 3 contre 2. Touré, Amis qui fait le mauvais choix et qui donne malheureusement cette balle trop forte sur Bourouchaga. Les Parisiens vont peu à peu prendre l'emprise sur le match. Bibar. Une bonne action pour Rocheteau. Et sur le centre de Rocheteau, Bertrand Neumann est à la parade. La défense nantaise, ne l'oublions pas, est la meilleure du championnat et elle le prouve au cours de cette première période. Mais là, Luis Fernandez, le grand homme de match, va effacer plusieurs Nantais. En dernier lieu, faute de Pierre Maurice sur le capitaine parisien. Coup franc que va tirer Suzic. Et à la réception, la tête de Janol qui va remettre les deux équipes à égalité. Mais on sent que Bertrand Neumann est effleuré ce ballon du bout des doigts. Janol qui, ne l'oublions pas, avait lui aussi remis les deux équipes à égalité lors de la dernière journée à Rennes. Peu de temps après, quelques minutes après, on va retrouver Suzic exactement dans la même position. Et on va retrouver encore Janol. Mais le tir de Janol qui traverse une forêt de jambes est bien arrêté par Bertrand Neumann. Attention à l'alerte sur le but de Joël Batz. Derzakarian frappe du gauche et superbe envolée du gardien international Joël Batz qui détourne ce ballon en corner. Les Nantais, vous voyez, continuent d'attaquer. Loïc Amis, le ballon est contré, on croit qu'il repart pour les Parisiens, mais intervention de William Ayache pour Amis, amorti de la poitrine, centre en retrait, remise en retrait de Touré et encore Derzakarian légèrement au-dessus des buts de
Joël Batz. Encore une bonne attaque pour les Nantais. Burruchaga, le roux qui transperce la défense, file seul au but, mais là il est crocheté et c'est net en dehors de la surface de réparation par pile hors jeu. Sur le coup franc, Burruchaga va placer son ballon, mais pas suffisamment fort pour tromper Joël Batz. Et là, une talonnade interceptée par Luis Fernandez, talonnade de Burruchaga, et Sušić échoue sur Bertrand Neumann. Il y a eu beaucoup d'occasions au cours de cette première mi-temps, mais les deux équipes vont se quitter sur le score de 1 partout. Au retour, les choses ne vont pas tarder. Interception de Luis Fernandez, il s'échappe. Là aussi un 3 contre 2, il va trouver Dominique Rocheteau qui semble le frapper, non, il préfère la mettre en retrait. La balle pour Luis Fernandez, un 1-2 au millimètre, remarquablement dosé. Et vous allez voir même que Dominique Rocheteau, qui joue bien le coup, a un petit peu de réussite puisque le ballon passe entre les jambes de Der Zakarian. Mais alors que l'on joue depuis 50 minutes, eh bien les Parisiens ont renversé la situation et mènent 2-1. Et regardez ce tir, il va nous expliquer, Luis Fernandez. Je l'ai bien vu partir et je pensais qu'elle allait au fond. Bon, la réussite n'était pas de ce côté-là. Bon, j'ai marqué un peu avant et c'est ce qui a permis de gagner le match. On a remporté ce match 2-1, mais je suis content quand même pour moi et pour l'équipe. C'était la balle de break. Les Parisiens vont encore appuyer sur l'accélérateur. Ils auraient pu augmenter leur avance, notamment sur ce tir de Vermeulen. Mais ils auraient pu aussi très bien être rejoints sur une tête d'Yvon Leroux. Et toujours est-il qu'ils font une excellente opération et qu'ils vont jouer jusqu'à la fin de saison leur match au coup par coup. C'est l'avis de Luis Fernandez. Personnellement, on n'y pense pas du tout. Je pense que la saison est très longue, il y a encore pas mal de journées. On est content de ce qui nous arrive, mais on sait que le prochain déplacement sera difficile. Et c'est pour cela qu'on va le préparer et on verra cela à la trêve si on peut parler de titre ou de pas de titre. En tout cas, bravo Louis, parce que le match de vendredi soir au Parc des Princes, pour ma part, c'est sans doute le meilleur que je vous ai vu jouer sur la pelouse d'Auteuil depuis que vous êtes le capitaine du Paris Saint-Germain. Je vous présente Beaujoire Foot Info. C'est le journal du Football Club de Nantes qui paraît pour chaque match disputé à la Beaujoire. Là, les Nantais sont en pêcheurs d'Islande. Et si je vous présente ce numéro, c'est parce qu'il est particulièrement intéressant. Vous pouvez vous le procurer auprès du FC Nantes, puisqu'il y a le rappel de tous les matchs de Coupe d'Europe disputés par le Football Club de Nantes de 1965 à 1985. C'est un document précieux donc pour les statisticiens. Autre match important, la surprise a failli venir de là. Du reste, c'est le match qui se déroulait à Bordeaux. Au stade municipal, les Girondins de Bordeaux recevaient le Lille Olympique Sporting Club. Frédéric Jaillant était là et il a assisté à un pénalty pour le moins curieux. Je crois que Frédéric va nous raconter tout ça lui-même. Imaginons ce scénario. Vous aviez joué au loto sportif et vous vous apercevez que vous avez tout bon. Tout sauf précisément le résultat de cette rencontre. Vous aviez en effet choisi de jouer la cote et par conséquent une victoire de Lille à Bordeaux. Et bien maintenant, voici pourquoi vous êtes finalement passé à côté du gros lot. Il ne reste que 5 minutes à jouer, nous y sommes, tout va encore parfaitement bien pour vous, puisque Lille effectivement mène à Bordeaux à 1-0. Oui mais voilà, sur cette action, un pénalty est accordé aux Bordelais, et c'est sur ce pénalty qu'ils vont égaliser. Deux constatations s'imposent. Premièrement, Reinders et Thomas, le Lillois, sont épaule contre épaule. Il n'y a faute ni de l'un ni de l'autre. Deuxièmement, Reinders est de toute façon en dehors de la surface de réparation. Au moment où, il faut bien le dire, il se laisse tomber. Je vous assure, pas une seule seconde j'ai pensé au loto sportif. Quant au résultat, pas du tout, parce que là c'est vraiment le coup de sifflet réflexe, à savoir j'ai vu la faute, là on réfléchit pas, on siffle, pour moi il y a pénalty. Donc vous êtes catégorique, vous ne vous êtes pas trompé. Pour moi je ne me suis pas trompé. Qu'est-ce que vous avez vu sur l'action? Ce que j'ai vu sur l'action, j'ai vu le défenseur commettre une faute sur l'attaquant bordelais, qui doit être Reinders. La faute qui est commise empêche Reinders de contrôler le ballon dans la surface de réparation. Elle est commise volontairement, donc pour moi il y a pénalty. Un pénalty qui sera donc transformé, cela par Reinders, mais après l'opinion de l'arbitre et avant celle des Bordelais, la parole aux Lillois. Sur l'action, il y a une balle en profondeur. J'avais pour couvrir le gardien et Ove Reinders qui vient dans mon dos et qui plonge devant moi.
Et l'arbitre m'a sanctionné par un penalty et je pense que c'est injustifié. Vous savez, depuis 20 ans que je suis sur le terrain de football, je suis sorti de ma réserve aujourd'hui parce que c'est proprement scandaleux. Sans que les Bordelais y soient pour quelque chose, ni les joueurs, ni le club qui a un petit peu honte, ni le public qui a très bien réagi. C'est complètement ahurissant, c'est vrai, il n'y a pas d'autre mot. Je n'ai jamais vu ça de ma carrière, de mémoire de footballeur, je n'ai pas vu ça. Charles Samoy parlait donc de la réaction du public. Écoutez-la après l'égalisation de Reinders. Pourtant, nous sommes donc à Bordeaux. Et du côté des dirigeants bordelais, toujours à propos de ce fameux penalty, réaction beaucoup plus mitigée. Aimé Jacquet, je vais aller droit au but, si je puis dire. Est-ce qu'il y a penalty ou pas pour Bordeaux? Écoutez, j'ai pas pour habitude de bien me pencher sur ces problèmes-là. Je dirais que l'arbitre a voulu sanctionner beaucoup de fautes qui se sont passées dans les 16,50 m tout au long du match. C'est peut-être pour ça qu'il a sanctionné à cette minute-là. Mais enfin, je dirais que ce n'était que justice compte tenu de ce qu'a pu faire, je dirais, cette équipe de Bordeaux. Mais j'avoue que ce soir, nous avons eu beaucoup de peine à contourner ce bloc lillois. Quand Aimé Jacquet parle des nombreuses fautes commises dans les 16,50 m par les Lillois, il fait en fait allusion à cette seule action. Lacombe récupère le ballon, un crochet, un tir, Motet, le gardien de Lille, renvoie. Et là, c'est vrai, Bernard Lacombe, au centre de votre écran, va être gêné par Dominique Thomas. Sur cette action-là, il aurait pu y avoir un pénalty. Reste que les Bordelais se sont peu souvent montrés dangereux et ce ne fut pas une surprise quand à 20 minutes de la fin du match, Bordeaux de la tête pour Lille donne l'avantage à son équipe. Un but de bureau donc pour Lille, Lille qui aurait pu mener 2-0 avec Villefort quelques instants plus tard, seul devant Dropsy, mais son tir est finalement renvoyé par le poteau. Voici à présent l'occasion la plus nette de la partie pour Bordeaux. C'était une balle d'égalisation, elle va arriver grâce à Specht dans les pieds de Reinders. Il a tout son temps, un autre crochet, un tir mais ça passe au-dessus. Beaucoup de maladresse donc de la part des Bordelais, comme sur cette autre action où ils ont bien failli se marquer un but tout seul. Baptiston rate son contrôle, ça arrive. Et ensuite, eh bien, c'est au tour de Guernotror sur ce centre d'effectuer une bien curieuse reprise. Résultat, tout cela ne fut pas au goût du public. Bordeaux et Lille ont fait match nul un partout. Mais il est vrai que côté bordelais, il manquait tout de même, il faut le dire, Alain Giresse. Alors à propos d'Alain Giresse, ce n'est pas qu'il se soit transformé en musicien, mais il n'était pas présent parce qu'il soufflait d'une méchante contracture. Et c'est vrai que dans le club bordelais, lorsque Alain Giresse n'est pas là, ça ne marche pas très fort. On l'a encore vu donc vendredi soir. Un disque qui va paraître maintenant, qui s'appelle L'enfant et la musique. C'est Alain Giresse qui raconte de très belles histoires pour les enfants, avec l'orchestre de Bordeaux-Aquitaine, sous la direction de Roberto Benzi. C'est un disque que je vous recommande pour les fêtes qui maintenant approchent. Bravo Gigi, et reviens vite dans le club bordelais qui a bien besoin de toi. Un autre club qui a connu beaucoup de malheurs cette saison, vous le savez, malheur en Coupe d'Europe, malheur en championnat, puisqu'il est très sévèrement distancé, c'est l'équipe de Monaco, une équipe de Monaco qui a du mal à s'exprimer. Philippe Huy l'a suivi au Havre, où elle jouait donc sur le terrain d'un promu. Et on va voir ce que ça a donné. Le Havre-Monaco, Philippe Huy se trouvait au stade municipal du Havre. Un match important pour les deux, le Havre qui se bat pour éviter la relégation et Monaco pour retrouver une place plus conforme à son standing, comme l'on dit. En fait, le début du match sera très moyen et il faudra attendre cette action litigieuse pour véritablement lancer ce match. Alors regardez bien la balle pour Jacquet qui est abattu par Amoros, mais Jacquet a bien plongé dans la surface de réparation. Côté havrais, bien sûr, on réclame le penalty, mais monsieur Hirtz, l'arbitre, a remarquablement bien vu sur cette action que Jacquet avait été abattu par Amoros, mais juste sur la ligne des 16 mètres. Donc un premier bon point pour l'arbitre, monsieur Hirtz. Malheureusement, le coup franc pour les Havrais ne va pas être une véritable réussite. Le tir de Milosevic est raté, la reprise de Zajakowski également. Les Havrais vont dominer cette première période sans véritablement inquiéter pour autant les Monégasques. Cette fois-ci, c'est Amoros qui dégage en catastrophe.
Et finalement, c'est par l'intermédiaire de Carpentier, l'arrière droit, que le danger va être porté sur cette première période. Là, il a essayé de donner à Crimaud, la balle est dégagée, et c'est Monteil qui place un très bon tir d'une trentaine de mètres, sur lequel Ettori est obligé de se coucher. Côté monégasque, il n'y a guère eu qu'une occasion sur ce coup franc de Bellone de 30 mètres, et regardez, c'est super. L'arrêt de Casanova n'est pas mal non plus, mi-temps 0-0 donc, et la deuxième période va recommencer comme la première s'est terminée, c'est-à-dire un petit numéro de Bruno Bellone. Il est face à un vrai, en évite deux autres et finalement se faufile et place un bon tir sur lequel Casanova a eu quand même du souci à se faire. 52e minute maintenant et début des 10 minutes infernales qu'a connu le stade des Chazeaux. Vous allez voir donc cette 52e minute, une action sable pour Crimaud. Crimaud, on croit qu'il va marquer, mais finalement son tir touche le montant gauche de Ettori. Et la balle n'est pas rentrée dedans, elle est passée juste devant le poteau droit. Après la 52e, on va directement à la 54e. Les Havrais font le forcing. Là, vous voyez Stojkovic qui retient Crimaud par le maillot. Crimaud est en furie. Stojkovic, lui, prend un carton jaune bien mérité. Et le coup franc de Milosevic pour Zajakovski est détourné en corner par la défense monégasque. Alors vous allez voir le corner, une nouvelle occasion finalement pour les Havrais de marquer. Un centre de Zajakovski et une tête de Jacquet qui passe de très peu au-dessus. Après la 54e, la 55e, Amoros qui cherche un partenaire, il a du mal à en trouver un. Finalement, c'est Bijota qui récupère ce ballon, qui essaie de le donner à Div. Un contre de Sab, et Sab qui place un tir terrible qui va heurter cette fois-ci le montant droit d'Ettori. Vous voyez vraiment, les Havrais n'ont pas beaucoup de chance. Et puis, 1 heure de jeu maintenant, Fofana, un long centre, Zajakovski met en corner. Et là, ça va être le coup de tabac sur le Havre. Suivez bien ce corner de Bellone. Voilà, tout le monde saute et finalement la balle rentre dedans. On se demande comment elle a pu rentrer. Et vous allez voir au ralenti que c'est tout simplement Casanova qui se marque le but. Bellone, Bijota qui va essayer de prendre cette balle de la tête. Casanova a été surpris par cette détente de Bijota. Et finalement la balle lui roule sur le corps et sur la cuisse. Elle aurait pu sortir et finalement elle est rentrée. Vraiment tous les malheurs pour les Havrais. Après 1 heure de jeu, ils sont menés 1-0. On croit qu'ils ne vont jamais s'en remettre. Et pourtant, regardez bien sur ce contre mené par Rombi. Une superbe ouverture de Monteil pour Crimaud. Crimaud qui reprend instantanément. Et c'est l'égalisation à la 63e minute donc. Une égalisation tout à fait méritée que vous allez revoir au ralenti. Monteil, une belle ouverture, pratiquement la même qu'en première mi-temps. Mais cette fois-ci, Crimaud reprend. Stojkovic n'a pas pu l'empêcher de reprendre. Ettori a touché le ballon du pied et Puel n'a pas pu enlever cette balle des buts. Un partout donc. Et le moins que l'on puisse dire est que sur l'ensemble de la partie, les Havrais auraient certainement mérité de marquer, comme sur cette action où ils auraient pu, par Crimaud, marquer. Mais là, il a eu du mal à se retourner. Le point du match nul est tout à fait logique et je crois que le Havre a mérité son point aussi. Ils ont tiré 2 fois sur le poteau avant que nous on marque en premier, donc je crois que c'est très très logique. Maintenant, vous êtes à 12 points du PSG. Ça fait peut-être beaucoup pour espérer être champion de France? C'est vrai que pour être champion de France, en plus de la manière où PSG tourne, je crois que ça va être très difficile à revenir, mais enfin il faut s'occuper de nous et il faut essayer de retrouver un peu nos automatismes de la saison dernière en fin de saison. Et je crois qu'à partir de là, on devrait regagner des matchs même à l'extérieur. Point positif, ce soir, le Havre est 17e, c'est-à-dire qu'il n'est ni en position de barragiste, ni en position de descente. Oui, disons que notre classement, nous, on n'y pense pas tellement. On joue match par match et on essaie quand même de jouer mieux. Surtout que là, on a quand même fait un match contre Metz moyen et là, on arrive quand même à faire un bon match quand même sur l'ensemble. Je crois qu'il y a une progression sur le jeu. En plus, on récupère des blessés petit à petit. Et je crois qu'aussi, on continue comme ça à jouer au football et avec la solidarité de tout le monde, avec le public et le président, l'entraîneur, je crois qu'on peut s'en sortir. Voilà Crimaud qui ira peut-être au Mexique avec l'équipe du Maroc. On saura ça à la fin de la semaine prochaine lorsque le Maroc aura disputé son match retour contre la Libye à Benghazi. Autre match important sur le plan national de cette 15e journée, la rencontre entre les deux Européens, Auxerre et Metz. C'est une rencontre qui a été suivie pour nous par Yves Kupfermink.
Auxerre-Metz donc, et un duel très attendu entre le Messin Jules Bocandé et l'Auxerrois Basile Boli. Très amis dans la vie, sur le terrain les deux hommes ne se sont fait aucun cadeau, même si lors des nombreuses fautes commises de part et d'autre, il n'y a jamais eu la moindre méchanceté. À l'image de ce duel, la rencontre entre les deux ex-européens était particulièrement engagée, voire virile. Et à ce jeu-là, les Messins plus expérimentés ont su parfaitement tirer leur épingle du jeu. C'est d'ailleurs eux qui sont les premiers dangereux sur ce tir de Philips Inberger. Auxerre, qui restait sur 2 échecs consécutifs à Milan et Monaco, a bien du mal à entrer dans le match. Son leader d'attaque, Jean-Marc Ferreri, étant surveillé de très près par le capitaine de Metz, Luc Sonor. À la 4e minute, pourtant, il parvient à centrer pour la tête de Garonne, qui ne peut que détourner le ballon. Baptême du feu pour Jean-Marc Rodolphe, qui remplace Michel Etor, blessé à un bras. Et réponse immédiate de Metz sur ce coup franc de Castelnotch, repris de la tête par Didier Six. Sous l'impulsion de Jean-Marc Ferreri, Auxerre va se créer 3 occasions, 2 buts dans une première mi-temps assez équilibrée. C'est tout d'abord à la 22e minute, un centre de Jean-Marc Ferreri, repris de la tête par Alain Fiard, mais Jean-Marc Rodolphe dévie de justesse en corner, un corner qui ne donnera rien. Et 2 minutes plus tard, on retrouve Ferreri au départ d'une action sur le côté droit, une ouverture pour Dagneau, un centre instantané et une nouvelle reprise de Fiard qui passe juste à côté. Et en fin de première période, c'est l'incident, un nouveau raid de Jean-Marc Ferreri, cette fois sur le côté gauche. Ferreri qui slalome entre 4 défenseurs lorrains, il entre dans la surface, est accroché par Colombo. Monsieur Sculfort se précipite et à la surprise générale, il indique un coup franc, mais à la limite de la surface. Au ralenti, il semble pourtant que Ferreri est déjà dans la surface lorsqu'Alain Colombo lui accroche le pied. Donc 0-0 à la mi-temps, Giroud n'est pas vraiment satisfait. On est encore après une suite de matchs très rapprochés et très intenses et qu'on n'a pas la super fraîcheur qu'on a en d'autres moments qui permettent de faire la différence tout de suite à domicile. De plus, Bursa débutait à Auxerre vraiment et il a mis une bonne mi-temps pour être un petit peu dans l'allure, mais ça ira mieux les prochaines semaines. Pour vous, c'est une rentrée satisfaisante, c'est un apport satisfaisant, ce Hongrois? Aujourd'hui, ce n'est pas encore un apport, c'est déjà une rentrée, mais je pense que l'apport viendra ensuite. La rentrée du Hongrois Bursa, nous y reviendrons dans quelques instants, car dès le début de la 2e période, Metz va réussir à ouvrir la marque sur cette ouverture de Plemen Markov. Bocandé, qui commet peut-être une petite faute, prend le dessus sur Boli et Janas et loge le ballon au ras du poteau de Martini. 1-0 pour Metz, un but qui a le mérite de réveiller les Auxerrois, et 10 minutes plus tard, Auxerre va égaliser sous l'impulsion de Jean-Marc Ferreri qui élimine Zapia, un centre au 2e poteau, une reprise de volée de Bursa qui passe entre les jambes de Jean-Marc Rodolphe. Les deux équipes sont donc à égalité, un but partout, et premier but pour Gozio Bursa. Pour une rentrée, ce n'est déjà pas si mal. Sur leur lancée, les Auxerrois vont littéralement bousculer les Messins. 4 minutes plus tard, ils vont manquer de rien le break. Ferreri et Garande étant contrés au tout dernier moment. Mais dans la minute qui suit, c'est Ferrer qui se présente seul devant Rodolphe. Le petit lobe passe à côté, les deux hommes se télescopent et Rodolphe, qui est déjà le remplaçant d'Etor, a quelques difficultés à reprendre sa place. Auxerre, qui ne peut plus se permettre de perdre le moindre point à domicile, fait alors le forcing pour marquer ce 2e but. Les Bourguignons jouent bien, mais Rodolphe a, semble-t-il, bien récupéré. Il ne pourra rien, par contre, 5 minutes plus tard, sur cette action d'Agneau-Fiard, un 1-2 parfait et une tête lobée d'Alain Fiard qui donne la victoire à son équipe. Une victoire méritée, du moins c'est l'avis des deux entraîneurs, Giroud et Marcel Husson. Bien, nous lancions une nouvelle équipe en fait aujourd'hui avec la rentrée de Bursa. Il y a plusieurs joueurs qui étaient décalés. De plus, nous avions un petit doute depuis notre défaite à Milan et notre défaite à Monaco. Et le pénalty non sifflé n'a pas arrangé la confiance dans notre équipe. Et ensuite, le déclic, je pense, a été le but de Metz. Il y a eu une révolte et là, on a commencé à mieux jouer, à être dangereux plusieurs fois et on a donc marqué normalement ces 2 buts. Marcel Husson, vous faites une excellente première mi-temps, vous ouvrez même la marque, puis tout d'un coup, la boum, qu'est-ce qui se passe? L'équipe semble un petit peu craquer. C'est-à-dire, c'est vrai, comme vous le disiez, on a fait une première mi-temps de très bon niveau. Ensuite, en deuxième mi-temps, on savait que Auxerre allait se ruer vers nos buts. On a eu la chance d'ouvrir le score, et après, je pense que c'est peut-être un peu paniqué. Il faut dire que Auxerre avait exercé une espèce de pressing, une espèce de fureur de vaincre, et ça nous a perturbés. On a peut-être pu faire peut-être un superbe temps, mais je ne pense pas que j'ai les joueurs pour ça. Puis c'est pas tellement notre manière d'opérer. Je suis plutôt pour un football à l'extérieur, essayer d'abord de gagner avant d'éviter de perdre. Voilà, ça c'est la façon messine de voir le football et je crois que c'est la bonne manière.
Autre rencontre importante de cette 15e journée, Marseille-Bastia. Marseille où ça ne va pas fort. Bastia qui a eu le début de saison que l'on sait avec ses 2 matchs disputés sur terrain neutre. Et Bastia qui revient, qui remonte petit à petit. Alors nous allons voir ce qui s'est passé au Stade Vélodrome. C'était notre ami Georges Dominique qui était présent à Marseille pour ce derby en bleu entre Marseille et Bastia. Au Stade Vélodrome, on entre sur le terrain de façon dispersée, un peu à l'image de ce match qui sera plutôt désordonné. On n'a pas fait le plein, mais il y a énormément d'ambiance, car Marseille, vous le savez, mon cher Thierry, c'est un peu la plus grande ville corse. En blanc, ce sont les Marseillais. Et ce sont justement les Blancs que l'on retrouve ici dès la 2e minute de jeu, avec Anigo, Serre Diallo, son attaquant, qui essaye de jouer en l'occurrence les Roger Magnusson. Il va passer un très bon centre, Minarchik, devant la chaussure d'Audrin. Toujours Marseille, mais qui se fait souffler le ballon. Et voilà comment Bastia opère à l'extérieur. Soler a récupéré tout devant pour le rapide et solide numéro 9, Patrick Cuben, l'avant-centre olympique. Il y avait 3 Marseillais. Mais le plus souvent, le ballon circule entre les pieds des joueurs de l'OM. En l'occurrence, ici, Jean-Pierre Bade. Pour l'ex-girondin, Michel Audrin se fait bousculer. On joue le coup franc très rapidement. Avec Jean-Pierre Bade, Christophe Galtier, l'un des jeunes minots. Pour Bernard Zégnier. Zégnier qui sera le grand malchanceux de la soirée. Ça n'est pas terminé. Audrin sèchement abattu, ça vaut un coup franc. C'est le minimum, c'est le moins que l'on puisse dire. Et sur ce coup franc de Zégnier, une très belle tête de Bril, le Danois de l'OM. Bril que les fans des Phocéens voudraient voir briller un peu plus. Toujours et encore l'OM avec Éric Bruno, il a 19 ans. Voilà un bon démarrage de Zégnier, mais qui n'arrive pas suffisamment à redresser. Minarchik, de toute façon, était parti du bon côté. Ça se passe à la 18e minute de jeu. Bruno, voilà, qui aperçoit le démarrage de Zégnier. La Cuesta qui laisse Zégnier tout seul, mais Zégnier, c'est surtout, vous le savez, le pied gauche. Et le gardien de Bastia se couche bien et oblige Zégnier à partir sur son pied droit, le mauvais. De toute façon, ça allait très vite. 2 minutes plus tard, toujours le numéro 3, Bruno. Il aperçoit encore Zégnier, un super démarrage. Mais cette fois, Laskoumoun, poteau, ce n'est pas fini. Michel Audrin se précipite. Laisse pour Hervé Flack, qui obtient un corner face à Pastinelli. Coup de pied de coin avec Diallo. Une première tête bastiaise, celle maintenant de Bruno. Diallo. L'international sénégalais est un bon dribbleur. Mais côté conclusion, ce n'est pas toujours très bon. En l'occurrence ici, il obtient une touche. Hervé Flack. Tête d'Anigo. Michel Audrin. Mais le gardien de but de Bastia et de l'équipe de Pologne était l'autre soir dans son élément. 20 minutes d'intense domination marseillaise, mais ensuite l'accalmie pratiquement jusqu'à la mi-temps. Pas de possibilité pour Bastia, ou très peu. Mais ici, une spectaculaire percussion entre Cuben et Bell. Plus de peur que de mal. Tout de suite, fin de la première mi-temps. Pas de but. Alors, au repos, eh bien, on se rattrape comme on peut. Et voilà. Après le bingo, la deuxième mi-temps repart ici avec Joseph-Antoine Bell, le gardien camerounais de Marseille, pour José Anigo, calmement, Diallo, Anigo, tout ça, ça rime bien. Le match a repris depuis un quart d'heure et on va tout de suite assister au moment le plus brûlant de cette deuxième mi-temps. Ici, la défense de Bastia a cafouillé. Minarchik met en corner. Pour le corner, c'est l'ancien Girondin Antoine Martinez. Et regardez tout de suite ce qu'il va advenir de la reprise de Zégnier. Boum! Toujours Antoine Martinez qui est bien revenu. Voilà un long centre-tir, pas de problème pour Minarchik, mais cela valait bien sûr un petit retour en arrière. Ah, si le gauche de Bernard Zégnier, mon cher Thierry, eût secoué les filets, eh bien, c'eût été le plus beau but de l'année. Mais non, le ballon frappe la transversale, monte, n'en finit pas de monter. Et les espoirs de l'OM s'envolent. À tel point que le calme entraîneur de l'OM, Olarevic, s'énerve un petit peu. Monsieur Herwurst, vous le savez, a plus de 15 ans de métier en première division. Ça compte. Sur votre banc, monsieur Olarevic, Moisan se lève à son tour. Messieurs, vos places, c'est là. Vous ici et vous là, mon cher Moisan. Toujours 0-0, l'OM n'arrive pas à passer Bastia, pourtant la défense la plus perméable depuis le début du championnat.
Ce n'est pourtant pas les occasions qui ont manqué, n'est-ce pas, monsieur Bernard Zégnier? L'OM qui n'a pas gagné depuis le 23 août et Bastia qui avait perdu 5-0 ici l'an passé. Bastia qui s'est bien rattrapé. Vous avez succédé à Antoine Rodin, vous êtes le plus jeune entraîneur, comment ça se passe? Écoutez, ça se passe bien, je crois qu'il faudrait poser la question aux joueurs. Mais effectivement, l'ambiance est bonne, je crois que j'avais quand même le consensus de tout le monde. Donc à partir de là, les problèmes étaient quand même atténués. À Marseille, en tout cas, deux hommes se font beaucoup de cheveux. L'entraîneur Olarevic ici et surtout le président Carieux qui est la cible du public. Depuis quelques matchs, c'est ainsi. Le public se révolte un peu contre le président. Je trouve un peu ça navrant. Mais il faut bien dire que c'est les joueurs qui sont sur le terrain, c'est les joueurs qui jouent. Et pourquoi incriminer le président? Je crois que c'est à nous de montrer autre chose sur le terrain pour faire plaisir à ce fantastique public que nous avons, qui vient sans arrêt présent, qui nous encourage et qui repart un peu déçu, je dois le dire. Voilà, Bonneveille est également sur la couverture de OM Magazine. L'OM, qui s'il n'arrive pas trop bien à s'exprimer sur le terrain, fait bien les choses pour ses supporters dans les tribunes, parce que vous voyez, il y a un petit programme dépliant avec l'équipe visiteuse. Là, c'était l'équipe de Nantes qui était à Marseille. Et il y a aussi un numéro qui donnera lieu à un tirage au sort. Vous pourrez gagner de très beaux lots. Alors si l'OM remonte et que les supporters gagnent des lots, tout le monde sera content du côté de la Canebière. Il reste encore quelques images de la 15e journée à vous proposer. Alors je vous propose tout d'abord Nice-Strasbourg avec Yves Kupferminck. Brest-Sochaux viendra en 3e position avec Pierre Craignaud. Et Lens-Toulon en 2e position avec notre ami Jean Crinon de FR3 Lille. Mais on commence par Nice-Strasbourg. Nice-Strasbourg donc, et un coup de tête de Curbelo qui donne l'avantage à Nice après seulement 2 minutes de jeu. Ça commence mal pour Strasbourg qui n'a pas gagné depuis le 24 août. Strasbourg parviendra tout de même à égaliser à la 7e minute. Toujours de la tête par Rémi Vogel. En moins de 3 minutes, Nice va faire le break. 26e minute, un coup franc repoussé par Johnny Schut sur la tête de Lefebvre. La balle lobe Philippe Schut, et donc 2-1 pour Nice, 2-1 qui vont se transformer en 3-1, 3 minutes plus tard, sur cette nouvelle action de Dominique Lefebvre, un relais de Barrera et un centre de Lefebvre qui trouve Massa. Et donc 4-1 pour Nice, 4e but marqué de la tête. En deuxième période, Nice va inscrire 2 nouveaux buts, cette fois grâce au pied. 55e minute, centre de Lefebvre. Tout le monde laisse passer sauf Curbelo, venu de l'arrière, qui inscrit son 2e but personnel. Et à la toute dernière minute, les Strasbourgeois s'inclinent une 5e fois. Sur ce centre de Massa, il va arriver. Centre venu du côté droit, repris par Dominguez. 5-1 pour Nice, ça va mal pour Strasbourg qui est désormais seule lanterne rouge. Il y avait 12 000 spectateurs hier au stade Félix Bollaert de Lens pour la venue de Toulon en maillot bleu. Toulon avec un Ramos qui sera l'auteur du but égalisateur. Lens avec un autre Ramos que voilà. Tous deux seront omniprésents. Ici, faute sur Leura, un jeune garçon qui joue pour la 2e fois. C'est un coup franc accordé par monsieur Bouillet que va transformer sur une passe légèrement en trait Pascal Zaramba dans la lucarne. Olmeta, bien parti, ne peut rien. Il sera très sûr par la suite, comme le gardien de but lensois, Gaëtan Huard, qui, vous l'allez voir, va repousser 2 fois un tir toulonnais avant d'être battu sur le 3e. Bravo Gaëtan, mais là, Ramos peut mettre le ballon au fond. Ce sera le but égalisateur et un point pris par les Toulonnais à l'extérieur. Car sur ce corner, De Wilder met sur la barre transversale et ensuite, vous l'avez vu, c'est Daniel Zureb qui rate de peu. On ne se bousculait pas hier soir dans les tribunes du stade Francis Lellouet à Brest pour cette rencontre entre Sochaux en jaune et le Brest Football Club d'Armorique. En effet, à peine 4000 personnes pour assister à cette rencontre. Et il faudra attendre une bonne demi-heure de jeu pour voir enfin les Brestois réagir et ouvrir le score sur cette action. Musseline a vu Marigny sur la droite qui, dans un angle impossible, après un contrôle de la poitrine, trompe Rousset pour la première fois. Je vous l'ai dit, on joue depuis 35 minutes. Quelques minutes avant la mi-temps, une belle réaction des Sochaliens sur cette action. Le ballon à Fernier, excellent hier soir. Fernier pour Collin. Un tir dans la foulée, de peu à côté. Quoi qu'il en soit, le score est toujours de 1-0 à la mi-temps pour les Brestois. Des Brestois qui vont quelque peu accélérer après le repos, à l'image
de Bouquet qui tire ici, un ballon qui est bien capté par Rousset. À l'image également de Duprat, un bon tir, là encore bien arrêté par le gardien sochalien. La rencontre va quelque peu s'animer sous la pression de Muslin et de Petrovic, les Yougoslaves de Brest. Muslin qui précisément met un ballon de peu à côté. Un corner, un centre de Bernardet, une tête de Duprat de peu à côté, mais le but chauffe pour les Brestois. Belle réaction cependant des Sochaliens sur cette action. Thomas tire bien capté par Chalry qui doit s'y reprendre à 2 fois pour écarter le danger. Les Brestois maintiennent donc leur pression. Bousquet à droite pour Bélizy. Il a vu Petrovic tout seul au point de pénalty. Petrovic qui prend son temps et qui place son ballon pour tromper Rousset pour la 2e fois. L'on joue depuis 73 minutes, 2-0 pour Brest. Les Sochaliens ne pourront pas revenir à la marque. Pourtant sur ce tir, Krause marque pour Sochaux 2-1 après ce tir de Sylvestre sur le poteau. Mais ce sont les Brestois qui vont définitivement se mettre à l'abri à la suite de cet exploit de Muslin, un tir sur la barre. Le ballon part de très loin. Ici Pouliquin qui a vu Guérin tout seul. Guérin a aperçu lui aussi Duprat. Le gardien Rousset sort, mais Duprat tranquillement inscrit le 3e but pour les Brestois. 3-1, ce sera le score final de cette rencontre. 15e journée, donc 27 buts au total et aucune victoire à l'extérieur. 5 résultats nuls, dur, je vous l'ai dit, pour la grille du loto sportif. Au classement maintenant, 7 points d'avance pour le Paris Saint-Germain sur le champion sortant Bordeaux. Et cela à 4 journées de la fin des matchs allés. Nantes est à 8 points, Nancy et Lens à 10 et Nice et Monaco déjà à 12. C'est bien pour Nice, c'est moins bien pour Monaco. Dans le bas du tableau, Strasbourg est maintenant seul dernier. Marseille, Sochaux et Le Havre ne valent guère mieux. Ça va bouillir du côté de la Méno et du côté de la Canebière. Au classement des buteurs à présent, grâce à ce pénalty contesté, donc le Bordelais Reinders a repris la tête tout seul. Avec ses 3 buts contre Toulouse, Chérif Oudjani, le joueur de Laval, monte à la 2e place en compagnie de Rocheteau. 6e but pour le Niçois Dominguez et le capitaine parisien Luis Fernandez. À part cela, aucun des leaders du classement des buteurs n'a marqué. Je vous présente un petit fascicule du Football Club de Mulhouse. Le Football Club de Mulhouse qui est à l'honneur puisque c'est le club alsacien qui a été le premier à faire toucher les épaules au Racing de Paris dans le groupe B de la 2e division. C'est ce que l'on va voir maintenant grâce à des images de nos camarades de FR3 Alsace. Il y avait très exactement 12 142 spectateurs payants au stade de Lille, venus assister à l'exploit car il ne faisait aucun doute pour les Alsaciens que les Mulhousiens allaient être les premiers à infliger une défaite au Racing de Paris. C'était un match capital déjà pour Mulhouse, distancé de 8 points avec un match en plus à jouer que le Racing Club de Paris. Assad a été le premier à mettre le feu aux poudres en frappant sur la transversale et il faut reconnaître que jamais les Parisiens n'ont eu l'ombre d'une chance à Mulhouse tant le pressing des Alsaciens a été constant. Le premier but étant marqué par Mansouri à la 27e minute de la partie, un ballon détourné qui fait la joie d'un photographe visiblement alsacien. 1-0, ça n'est pas cher payé car la domination des joueurs de Raymond Domenech est constante. Le Racing ne peut que défendre et c'est 2-1, 4 minutes plus tard, qui marque un 2e but superbe que l'on va revoir pour la beauté du geste car le tir de l'attaquant mulhousien est tout simplement remarquable et va se loger dans le petit filet. 2-0 donc pour Mulhouse. En 2e période, les Mulhousiens vont continuer, ne laissant pratiquement pas souffler une équipe du Racing, se créant de belles occasions et forçant Rousseau à intervenir beaucoup plus souvent que son vis-à-vis Tempet. Ndiaye marquera un 3e but à la 67e minute que nous ne verrons pas. Rousseau sera souvent à l'épreuve, mais ça n'est qu'en fin de rencontre que Polagnoc, à la 75e minute, sauvera l'honneur pour le Racing Club de Paris d'un petit coup de tête intelligent. Le Racing qui est rejoint à la première place par Guingamp. Dans le groupe B, donc, de cette 2e division, première et nette défaite du Racing à Mulhouse. Guingamp, seul club invaincu en 2e division, a fait exploser Niort. Lorient bat Reims, 2 buts de Colas, 1 but de Letema Ulu contre un but de Prince.
Victoire à l'extérieur de Beauvais à Besançon. Au classement, Guingamp rejoint le Racing, encore leader à la différence de but. Plus 29 pour les Parisiens contre plus 22 aux Bretons. Mulhouse est à 6 points, mais avec un match en moins. Reims est à 8 points. Dans le groupe A, Saint-Étienne gagne à Istres 2-1, but de Ribard et Ferry contre un but de Montxuc. Large succès de Monceau sur Thonon. Montpellier gagne le derby de l'Hérault contre Sète, 2-1, but de Kiss et de Blanchon contre un but de Cano. Bon résultat nul de Martigues à Alès. Au classement, Saint-Étienne prend seul le commandement de ce groupe A. Alès suite à 1 point, Le Puy à 2, Montpellier et 7 à 3. Football international maintenant, Philippe Houy était au milieu de cette semaine à Copenhague pour assister à la rencontre entre le Danemark et la Suisse. C'était important pour les deux pays. L'Hydras Park de Copenhague, mercredi, et une ambiance vraiment super. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi ce public a reçu le diplôme d'honneur du meilleur public lors du dernier championnat d'Europe des Nations à Paris. Malheureusement, les Danois ne sont pas épargnés non plus par une poussée de violence. Les hooligans ont fait aussi des adeptes à Copenhague. Le match a été loin de donner les résultats espérés par les Danois. Simonsen a pourtant bien essayé de mettre son équipe sur orbite, mais son tir est parti un petit peu trop haut. Une action dangereuse au cours de cette première période. Sur ce corner, une tête de Berggren qui arrive sur le montant. Et il est probable que si cette tête de Berggren était rentrée dans les buts d'Engel, c'est toute la physionomie du match qui aurait été changée. Pour le reste, peu de véritables occasions, même si certaines tentatives sont spectaculaires, comme ce retourné acrobatique de Elkjær Larsen. Pressing donc des Danois au cours de cette première période, mais très bonne défense suisse qui a tout repoussé et qui a même lancé quelques contres qui auraient pu faire tilt, comme celui-ci. Mais Maté commet une petite faute sur Nielsen et son centre est inutile, puisque l'arbitre, M. Kinyu, a sifflé. Vous revoyez Maté à la lutte avec Nielsen, une petite faute de Maté sur le Danois. 0-0 donc à la mi-temps. Le terrain devient dangereux pour tout le monde, supporters et services d'ordre compris. Zip, terrain glissant. Les arbitres, les Français, messieurs Quignou, Pignol et Delmer, qui est déjà en place, vont avoir une deuxième période beaucoup plus difficile à diriger. Sur cette ouverture de Morten Olsen, Ludi va faire une faute sur Larsen. Elkjær va rentrer, lui, littéralement en furie. Mais si M. Quignou n'a pas accordé le pénalty, c'est que l'attaquant de Vérone en avait déjà simulé un ou deux. Difficile dans ces conditions de lui faire confiance. Et quand il est réellement bousculé, on peut se demander s'il ne joue pas encore la comédie. En fait, Larsen a un tout petit peu pourri l'ambiance de ce match. Il a littéralement matraqué Ludi. Et le carton jaune que lui a donné M. Quignou était vraiment le minimum que l'arbitre français devait faire. Ailleurs qu'à Copenhague, Larsen n'aurait probablement pas terminé le match. « 65e minute et nouvelle occasion pour le Danemark. Lerby pour Arnesen, une tête d'Arnesen et encore une fois sur le poteau. Un poteau en première mi-temps, un poteau en deuxième. Les Danois ne sont pas véritablement heureux. Mais le mérite en revient aussi à Karl Engel, le remplaçant de Burgener dans l'équipe nationale suisse, et qui a réussi un sans faute. Le meilleur est d'ailleurs encore à venir. La deuxième période a ressemblé à la première, domination danoise qui échoue régulièrement sur Engel et sur la défense suisse. A noter aussi quelques bonnes réactions des Suisses, notamment ce tir d'Heinz Hermann, sans dommage toutefois pour Rasmussen.
75e minute et le tournant du match. Arnesen qui rentre dans la surface, qui est abattu. Monsieur Quignou siffle penalty. Les Suisses et Alain Geiger en particulier ne sont pas du tout d'accord. Vous allez revoir l'action. Dans son élan, Geiger va bousculer Arnesen. C'est dur, mais avec la faute de Ludi sur Larsen tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de quoi crier au scandale. Est-ce qu'il y avait pénalty pour vous? C'est difficile à dire parce que, bon, une fois sifflé, je me suis même plus posé la question. Il a fallu que je me concentre sur le tir et je crois que c'est une décision de l'arbitre qu'il faut accepter. Le tir d'Arnesen, vous l'avez remarquablement bien arrêté. J'estime que c'est 80% grâce à mon entraîneur, Paulo Fisper, qui m'a donné le tuyau avant le match. C'est-à-dire, il me donnait le côté où il tirait, où il a eu une seule fois. C'est un peu mon métier aussi. Bien vu, monsieur Engel. Bien joué la Suisse, qui a donc réussi l'exploit d'arracher le match nul 0-0 à Copenhague. Cela leur permet de garder l'espoir d'aller au mondial, même s'il reste faible. Et la situation dans ce groupe est de loin la plus serrée. 15 matchs ont été joués et les 5 équipes sont toujours en course. Les mieux placés restent les Soviétiques qui ont 2 rencontres à jouer à domicile. Pour le Danemark, ça se complique, même s'il est en tête, car il lui reste 2 matchs à jouer, tous les 2 à l'extérieur. Et il n'est pas impossible que les Danois regrettent ce point perdu face aux Suisses. Les Danois, ils jouent un football qui est bon pour la Suisse. Ils jouent un peu le même système et on fait un bon match. Aussi Ludi et puis Inalbo, il a fait un très bon marquage contre Laudrup et Larsen. Et je pense que c'est bien allé pour nous. Nous avons une bonne équipe, mais il manque encore cette petite réussite. Vous pensez que le Danemark ira à Mexico? Ah oui, je suis encore persuadé qu'on va y arriver, mais après ce soir, c'est encore devenu plus dur. Ce résultat restera tout de même comme une contre-performance danoise pour cette équipe composée de stars du football européen qui joue un petit peu partout en Europe, à Anderlecht, au Bayern et principalement en Italie comme Larsen ou Laudrup. En fait, il n'y en a que 2 qui sont restés au pays, le gardien Troels Rasmussen et Allan Simonsen, qui lui est revenu au Danemark après avoir été le numéro 1 européen et qui, après avoir beaucoup voyagé, fait maintenant profiter les joueurs de Vejle de son expérience. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les Danois sont toujours aussi forts qu'il y a un an? Aussi fort? Aussi fort qu'il y a un an. Non, ça je ne crois pas. Je crois qu'on a vu aujourd'hui. Il y a les limites pour notre équipe quand on n'a pas les conditions favorables, les conditions où on a plus de calme, de repos, on n'a pas les mêmes qualités de jeu qu'on a montré l'année avant. Et ça c'est la réalité, on doit vivre avec ça, on doit essayer maintenant de quand même se qualifier, mais ça c'est dur, ça c'est sûr. Dommage pour Sepp Piontek, mais dans cette équipe du Danemark, la relève se fera peut-être moins bien qu'au palais royal de la reine Margrethe et du prince français Henri de Montpezat. Reportage très sympa d'un match qui apparemment était aussi un match sympa. Un match amical important, mardi 15 octobre, au stade André Graveau de Trappes, au profit de Claude Robert, l'un des Français victimes du stade du Heysel. Le Variété rencontrera Trappes à 19 h au stade André Graveau de Trappes. Maintenant, un autre match international qui s'est déroulé ce samedi. Il avait lieu à Lisbonne et là encore, on a failli assister à une surprise puisque le Portugal a eu toutes les peines du monde à battre l'équipe de Malte. Quand on dit qu'il n'y a plus de petites équipes, c'est vrai. Il faut attendre la 37e minute pour voir les Portugais ouvrir la marque par leur buteur, talentueux buteur, Gomez de Porto, 1-0, 37e minute. Les joueurs en blanc, donc, ce sont les joueurs de Malte, qui vont égaliser de curieuses manières, juste au début de la 2e période, alors que la marque n'est que de 1-0 en faveur des joueurs au maillot rouge, c'est-à-dire au maillot foncé si vous n'avez pas la couleur. Federico, malencontreusement, marque contre son camp. Égalisation pour Malte, un but partout. 5 minutes plus tard,
José Rafael va donner l'avantage à l'équipe du Portugal 2-1. Mais à 20 minutes de la fin, cette étonnante équipe de Malte, de Giorgio, joueur au maillot blanc, va égaliser. Et à 20 minutes de la fin de la rencontre, à la surprise générale et à Lisbonne, le Portugal et Malte sont à égalité, 2 buts partout. Quand on sait que l'Espagne, par exemple, n'a battu l'Islande sous les yeux de Jean-Michel Larquet il y a quelques semaines que par 2-1, on comprend l'abattement de Bento. Fort heureusement pour les Portugais, un buteur d'exception, c'est toujours utile. On va s'en apercevoir à 9 minutes de la fin, lorsque Gomez donnera la victoire à l'équipe du Portugal 3-2. Une équipe du Portugal qui remonte à la 2e place de son groupe, mais qui doit se rendre en Allemagne et qui en fait a très peu de chances d'aller à Mexico. Avant de nous quitter, un coup d'œil sur le numéro 11 de ce mois qui sort, avec la vedette du jour, une superbe photo de notre ami Michel Barraud au sujet de Luis Fernandez. C'est le numéro 11 de ce mois-ci. Voilà, c'est terminé pour ce numéro de Téléfoot. J'espère qu'il vous aura plu. À dimanche prochain pour un nouveau Téléfoot. Merci, bon dimanche, à la semaine prochaine. Amour, quand tu nous